souhaité organiser une conférence sur les fintechs. Parce que les fintechs, c'est un sujet qui, on le sait, vous intéresse beaucoup. L'innovation, elle a toujours existé en matière financière. On parle beaucoup de fintech, ça recouvre un nombre tellement important d'acteurs, parfois bien différents les uns des autres, que nous avons souhaité inviter un expert des fintech, en l'occurrence Timothée Dufour, du pôle fintech et innovation de la CPR. Je le rappelle, la CPR, c'est l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Et je remercie vivement Timothée qui va nous en dire plus sur ce monde fascinant de la fintech et sur la transformation en cours du secteur financier. Merci beaucoup. Oui, j'ai l'honneur un petit peu imprévu de clore cette journée. Ça va être difficile, après les propos de haute volée qu'on a pu entendre, de maintenir le même niveau, mais bon, je vais essayer de faire de mon mieux. Très rapidement, je structurerai mon propos en 2 points. La première partie, on va pouvoir la passer assez rapidement, mais je voulais quand même vous présenter très rapidement d'où je parle, entre guillemets, qu'est-ce que c'est le pôle FinTech de la CPR, et ensuite tout de suite passer sur le point peut-être plus central de mon intervention sur la transformation du secteur financier et le rôle que jouent les fintechs dans ce mouvement. Donc très brièvement, le pôle FinTech Innovation, c'est une toute petite structure de la CPR, donc une dizaine de personnes avec des profils aussi bien juridiques qu'économistes ou plus techniques, puisqu'on a également quelques data scientists avec nous, et qui s'intéresse donc à l'univers des fintechs. Alors on a une triple mission, on peut passer à la slide suivante. La première, c'est celle sur laquelle je m'allonguerai un tout petit peu plus, parce que c'est celle qui est potentiellement susceptible de vous intéresser un jour, c'est celle de l'accueil et de l'orientation des fintechs, puisque le pôle FinTech Innovation, c'est le hub d'accueil des fintechs de la CPR. Donc très concrètement, chaque année, on rencontre environ 200-250 acteurs qu'on conseille, ou en tout cas qu'on oriente concernant le cadre réglementaire qui s'applique à leurs projets. C'est des projets qui peuvent être très différents en termes de niveau de maturité. On a des étudiants qui sortent d'école et qui veulent se lancer dans l'aventure, des serial entrepreneurs, ou même des groupes plus matures qui veulent diversifier leur activité et qui sont curieux de savoir quelle est la réglementation financière qui s'appliquerait à leur activité. Notre deuxième mission, c'est une mission d'animation. On peut passer à la slide suivante. Voilà. Une mission d'observation et d'animation de l'écosystème des fintechs. On intervient dans beaucoup de webinaires, on produit un certain nombre d'études, d'analyses. On organise également des débats, des ateliers avec les acteurs de l'écosystème fintech. Et c'est une mission qui se traduit peut-être le mieux, qui est incarnée le mieux en tout cas par le forum ACPR-AMF, qui est une structure qui monte notamment des groupes de travail pour identifier et régler les problèmes que concrètement les fintechs peuvent rencontrer dans leur rapport avec la législation. Par exemple, en 2019 et 2020, on a beaucoup travaillé sur l'identification à distance ou sur les problèmes d'accès aux comptes bancaires pour les plateformes d'échange de crypto-monnaies. Et la troisième mission, donc la slide suivante, je ne vais pas lire, rassurez-vous, tous les acronymes qui figurent sur ce petit diagramme, mais c'est une mission d'analyse et de proposition, puisque à partir de notre position un petit peu d'expert fintech au sein de la CPR et de la Banque de France plus largement, on est amené à participer à un certain nombre de groupes de travail pour faire évoluer la réglementation européenne ou les normes internationales afin de favoriser l'émergence des fintechs. Alors j'en ai fini avec la partie qui est plus personnelle pour le pôle FinTech Innovation, et je vous propose donc à partir du slide suivant, on peut passer à la suite, de discuter un petit peu et de tracer avec vous quelques tendances de la transformation du secteur financier et du rôle que jouent les FinTech dans cette transformation. Donc initialement le mot FinTech, c'est un mot valise qui est bien plus ancien qu'on le pense, parce que la première occurrence elle date de 1972 et qui arrivait surtout à la mode dans les esprits et dans tous les médias à partir des années 2000, au milieu des années 2000. FinTech, c'est Financial Technology, donc c'est un mot qui a priori recouvre beaucoup de choses, et dans le corpus des entreprises qui se déclarent FinTech, on trouve d'ailleurs un petit peu de tout. Leur seul point commun, c'est qu'elles travaillent avec la finance, mais on a des acteurs qui sont régulés, qui obéissent aux réglementations européennes, des établissements de crédit, des banques, des assureurs, d'autres qui ne sont pas régulés, mais qui vont par exemple proposer des solutions de type technique à des acteurs régulés comme des banques ou des assurances. On a des acteurs qui sont de toutes les tailles possibles, des toutes petites startups, des PME, des entreprises de taille intermédiaire, et les licornes, les plus grosses, qui peuvent atteindre plusieurs milliards de valorisation. Également au niveau des business models, on trouve de tout. Les fintech peuvent être des entreprises qui travaillent en B2B, business to business, business to consumer, ou même en business to consumer, avec toutes les complexités qu'on peut imaginer dans la distribution, par exemple, des produits financiers. On peut passer à la slide suivante. Pour
Pourtant, si c'est un mot valise, on ne peut pas nier aujourd'hui qu'il y a une véritable explosion de la fintech. Le diagramme n'est pas à jour parce que c'est les levées de fonds de 2019, mais en 2020, par exemple, il y a eu plus de 825 millions d'euros levés pour les fintechs exclusivement françaises. Donc c'est un secteur qui est en croissance. On était à plus 18% en termes de levée de fonds cette année, plus 60% en 2019. Et avec vous, là, et à partir de ce diagramme, je voudrais juste identifier très rapidement quelques types de fintech qu'on est le plus souvent amené à rencontrer et que vous rencontrez également, au moins pour certaines d'entre elles, on va le voir. Sans doute, la part du lion, comme vous le voyez en jaune, c'est toutes les fintechs qui tournent autour du paiement. Paiement, ce n'est pas seulement une carte bancaire, ça peut être aussi une néobanque. Paiement, c'est pour le définir et le différencier de l'acteur d'une banque, par exemple, qui ferait également du crédit. Donc les fintechs qui sont dans le paiement, voilà, vont soit proposer des cartes de paiement, des moyens de paiement, des comptes de paiement, soit travailler, et ça vous le voyez moins, dans la chaîne des paiements, en tant qu'intermédiaire, par exemple, entre un vendeur sur Internet et un établissement de paiement où vous avez, vous, votre compte. Deuxième part importante des fintechs qu'on peut voir sont toutes celles qui tournent autour du crédit. Alors ici, elles sont séparées de tout ce qui est financement participatif, mais dans l'analyse, on peut les voir un peu de la même façon. Ça va être tous les acteurs, toutes les plateformes qui proposent des nouveaux canaux de distribution du crédit, des nouvelles solutions de calcul des risques de crédit. J'y reviendrai un tout petit peu plus tard. Et donc tout ce qui tourne autour du crédit. Un autre secteur qui fait beaucoup parler de lui, mais que vous voyez est beaucoup moins important, c'est celui des cryptoactifs. En tout cas en Europe, c'est pas du tout les plus grosses fintech en termes de valorisation, même si on en parle beaucoup. D'ailleurs, vous voyez ici le premier acteur, Ledger, n'est même pas un acteur qui vend des cryptoactifs, mais un acteur qui vend des solutions de stockage. Donc il y a tout un écosystème qui se développe, mais ça reste encore aujourd'hui assez faible dans la part totale des fintech. Et enfin, très rapidement, donc vous voyez aussi ici l'assurance, les insurtech, comme on les appelle, qui se développent assez fortement ces 3 ou 4 dernières années. Et puis également la petite partie qui est à droite, qui est rose, qui montre bien toute l'ambiguïté du terme de fintech, puisque ce sont les RegTech, les Regulatory Technology, qui sont en fait des entreprises qui elles-mêmes ne vendent aucun service financier, mais vont proposer leurs services à des acteurs financiers qui sont régulés pour leur aider à remplir leurs obligations réglementaires, par exemple en termes de lutte anti-blanchiment ou en termes de conseils, par exemple, pour les placements financiers. On peut passer à la slide suivante. Derrière cette multiplication des fintech, et même si c'est la pointe de l'iceberg, la partie émergée, en fait, ce qu'on observe, nous au pôle fintech, mais de façon plus générale, c'est une analyse qui est partagée, c'est un véritable mouvement de transformation en profondeur du secteur financier. Cette transformation du secteur financier, on pourrait la caractériser par une fragmentation des chaînes de valeur. Le terme est un petit peu barbare ou très précis en tout cas, mais il désigne un phénomène qui est très simple en fait, qui est celui de séparation de briques qui auparavant étaient liées dans une même entreprise. Si je prends l'exemple d'une banque par exemple, la banque conçoit le produit, elle calcule le risque qui est associé, elle va le proposer elle-même à ses clients. De plus en plus dans le secteur financier, ce qu'on observe, c'est une séparation de ces différentes briques qui vont être exercées par des acteurs différents. Et les fintech, généralement, dans leur business model, se concentrent sur une brique, un pas, une partie d'un processus, vont innover techniquement sur ce processus et vont s'intégrer après avec leurs partenaires ou avec des gens qui vont distribuer leurs produits pour vivre. Cette multiplication des intermédiaires, elle pose la question de la concurrence, ou en tout cas de la relation que du coup que entretiennent les fintech avec les acteurs financiers plus traditionnels. Je sais que c'est une question qui a été posée par les étudiants et sur laquelle je peux répondre du coup, celle de la concurrence entre les fintech et les institutions financières. Il y a deux façons de le voir, cette concurrence. La première, c'est de regarder les chiffres. Et si on regarde les chiffres, la concurrence, elle est encore aujourd'hui très très largement dominée par les acteurs financiers traditionnels. Il n'y a pas de véritable explosion des prêts qui sont accordés par les fintech ou des transactions, des paiements qui seraient exercés par les fintech. Les acteurs majeurs restent très très largement dominants. Par contre, ce qu'on observe beaucoup plus, et c'est pour ça qu'on parle à ce propos de coopétition plutôt que de compétition ou de coopération entre les fintech et les banques ou les assurances plus traditionnelles,
c'est un mouvement d'imbrication, en fait, où les banques vont de plus en plus s'intéresser aux fintech, favoriser leur développement, nouer avec eux des partenariats commerciaux ou des partenariats en termes d'échange de technologies, par exemple, pour intégrer les innovations que les fintech proposent. Et d'ailleurs, si on regarde le paysage français aujourd'hui, la scène, l'écosystème français des fintech, et en particulier les incubateurs, on se rend compte que la très grande majorité des incubateurs, pour ne pas dire tous et dire quelque chose de faux, mais la très grande majorité des incubateurs ont soit été fondés, soit sont animés, soit sont financièrement soutenus par des acteurs financiers plus traditionnels, comme des banques ou des assurances. Parce que pour les banques et les assurances, c'est un moyen de capter de l'innovation, de rester attractif pour leurs clients, et également de découvrir des nouveaux métiers ou des nouvelles richesses que leurs données, par exemple, pourraient avoir, qu'elles n'ont pas eu le temps ou pas eu la capacité à développer en interne. Et puis, puisque je parle des données, ça tombe assez bien, puisque un autre enjeu essentiel de cette transformation aujourd'hui, c'est l'enjeu des données. Alors c'est vrai de beaucoup de secteurs de l'économie, hein, c'est pas une analyse qui est particulièrement originale de ce point de vue-là, mais avec cette fragmentation des chaînes de valeur, ce qui devient central pour les acteurs, c'est de maîtriser les données personnelles pour pouvoir proposer des produits plus appropriés pour les clients, mais également les données bancaires elles-mêmes, qui en fait seront la base pour développer des nouveaux services. Et je vais prendre un exemple très concret. On a vu apparaître en nombre sur le marché aujourd'hui au niveau français et européen des acteurs qui vont utiliser les données bancaires, vos données bancaires, si vous avez donné votre accord, hein, bien sûr, pour calculer par exemple de façon très fine, de façon beaucoup plus fine que ne pouvaient le faire les établissements bancaires avant, la probabilité que vous fassiez défaut. C'est-à-dire la probabilité que vous ne remboursiez pas un prêt, par exemple. Et donc, cet enjeu des données, il est central. Et ça m'amène à mon dernier point, qui est un peu la grande inconnue dans la transformation du secteur bancaire aujourd'hui, que tout le monde surveille comme du lait sur le feu, c'est la question du rôle futur des big tech. Donc les big tech, c'est les GAFAM ou leur équivalent chinois, les BATX. Et donc leur rôle dans cet écosystème financier, parce qu'on sent qu'il y a un vrai intérêt de ces acteurs-là. Elles ont déjà commencé prudemment à mettre en place certains services, mais on ne sait pas du tout dans quelle direction elles vont aller. À ce jour, elles se sont contentées, donc, comme je le disais, de mettre un pied, on va dire, dans l'embrasure de la porte. Elle propose généralement des activités qui en elles-mêmes ne sont pas encore régulées d'ailleurs, ou pas régulées strictement comme une banque, mais tout ce qui est service de portefeuille, j'imagine que beaucoup d'entre vous ont recours à Samsung Pay, Apple Pay ou ces services-là. Mais dans ce qu'on appelle le core banking, le cœur du système bancaire, ces entreprises-là n'ont pas encore, je ne sais pas si on peut dire passer le pas, mais en tout cas n'ont pas encore exprimé d'ambition particulière. Alors qu'on sait très bien que si les fintech à elles seules ne vont sans doute pas bouleverser tout le système en quelques mois, les big tech ont à la fois la force de frappe financière, la compétence technique et l'accès à nos données pour potentiellement vraiment changer la donne très très rapidement. Et d'ailleurs on voit que un peu la seule innovation qui est poussé, ou le seul projet, on va dire, ambitieux qui est porté par les fintech, à savoir le Libra, ou Diem plutôt, comme il est appelé maintenant. Donc le projet de stablecoin, notamment poussé par une grande entreprise américaine, est surveillé très étroitement, très attentivement par les régulateurs français et plus largement européens en fait. On peut passer à la slide suivante. Pour résumer un petit peu et pour aller assez vite, on peut analyser ou classer les différents scénarios selon deux axes. Donc un axe de bouleversement des équilibres, un axe d'apparition de nouveaux acteurs. En bas, les deux scénarios que vous voyez à la fois en rouge et en violet sont un peu les scénarios les plus classiques, ou en tout cas ceux auxquels on s'attend, qu'on voit d'ailleurs déjà émerger, qui sont d'un côté à gauche, donc une transformation des acteurs qui sont établis. La majorité des néobanques sont des filiales en fait de groupes bancaires déjà existants. De la même façon, beaucoup de fintechs sont rachetés et intégrés à des banques. Donc c'est le scénario le plus conservateur. À droite, on a un scénario un petit peu, intermédiaire, où de nouveaux acteurs prennent des parts de marché aux acteurs traditionnels. Et après, dans le rectangle grisé au milieu, on a les scénarios qui sont les plus exploratoires, on va dire. Donc, en bas à gauche, on a une transformation qui correspond tout à fait au scénario de fragmentation des chaînes de valeur.
avec des banques qui se contentent et des assurances qui se contentent de fournir la porte d'entrée pour le client et qui en fait en interne vont agir comme des plateformes et agréger différents services ou différents produits financiers que proposeraient des fintechs ou d'autres entreprises. Au milieu, c'est un petit peu le renversement de ce scénario en orange, et c'est un petit peu le scénario qui pourrait correspondre à ce qui se passerait si les big tech décidaient d'intégrer plus fortement ce marché-là. C'est celui où les banques, au contraire, les acteurs traditionnels perdent complètement le lien avec le client, puisque l'expérience client serait captée par d'autres acteurs, et se concentrent sur le core banking, sur vraiment voilà, la tarification et la conception des projets sans toucher à la distribution. Et enfin, en haut à droite, c'est encore plus exploratoire, c'est hypothétique, mais il y a tout de même des innovations qui le permettent aujourd'hui, et on peut pas l'écarter. C'est celle d'un renversement complet ou d'une transformation complète et une disparition, dans une certaine mesure, de l'intermédiation, à savoir la vente de produits financiers et la souscription, par exemple, de prêts uniquement entre pairs. D'un point de vue financier, crédit, ce serait du crowdfunding, par exemple, exclusivement. D'un point de vue assurance, on a également des projets d'assurance en peer-to-peer. Donc voilà, c'est un peu le dernier scénario que je peux présenter. Et dernière slide. Peer-to-peer, c'est pair à pair. Pair à pair, peer-to-peer, effectivement. Moi, je pense que certains d'entre eux ont connu au moins tout ce qui était téléchargement en peer-to-peer, donc le vocabulaire est exactement le même. En termes de risque, parce que nous, en tant que régulateurs, c'est aussi ce à quoi on s'intéresse, cette transformation des secteurs financiers, cet essor des fintechs, elle n'est pas neutre. J'ai mis 3 grandes familles de risques ici. Dans les risques stratégiques, c'est quelque chose sur lequel nous on insiste assez fortement à la CPR et qui est assez peu compris du public, peu compris en tout cas peu su du grand public, c'est le risque de rentabilité. Parce qu'il faut savoir que les fintechs, elles ont un modèle qui aujourd'hui est celui d'un peu toutes les grandes entreprises dans le secteur technologique. Elles se financent avec des levées de fonds et elles doivent atteindre la rentabilité le plus vite possible. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas du tout assuré. La grande majorité des néobanques ont des coûts, notamment on parle de coûts d'acquisition client en publicité ou en offre qu'elles font, qui font qu'on ne sait pas à horizon 2 ans combien de fintechs seront encore en exercice. Très rapidement, donc en risque opérationnel, le risque principal c'est bien sûr celui de la cybersécurité, qui n'est pas directement lié au fintech mais plutôt à la transformation numérique du secteur financier. Et en termes de risque de conformité, donc là on rentre vraiment dans le noyau dur de la mission du superviseur, le risque le plus frappant et celui dont on parle le plus, c'est certainement celui de lutte contre le blanchiment, le blanchiment et le financement du terrorisme, qui est notamment porté par toutes les technologies crypto, qui est réel mais sur lesquelles il y a des solutions et sur lesquelles la réglementation évolue en accord avec les technologies qui apparaissent. Voilà, j'ai essayé d'être bref. Merci beaucoup Timothée, mais je crois que vous avez répondu aux questions qui avaient été posées précédemment sur l'outil Klaxoon. Écoutez, je crois que notre webinaire va se terminer. On est un petit peu en retard, j'en suis désolée, de 8 minutes. Merci encore vraiment Timothée pour cet éclairage sur les fintechs.